Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui à la Citéco. Donc aujourd'hui, la thématique s'intitule la thématique de la conférence « Le travail n'est-il qu'un coût ?» Et je suis très heureux de pouvoir modérer cette conférence. Je suis Pierre Rousseau, doctorant en économie au centre de recherche de l'École polytechnique et de l'ENSAE et président fondateur, comme écrit, du journal Economicus, qui est un partenaire médiatique et scientifique de la Citéco dans le cadre de cette saison du travail. Donc on a pu élaborer plusieurs conférences pour essayer de vous donner un état des lieux du marché du travail. Et aujourd'hui, pour discuter de cette thématique, nous avons deux intervenants qui vont pouvoir se compléter dans les disciplines, sciences politiques, économie, et dans les visions qui sont assez différentes concernant le coût du travail. Donc à ma gauche, nous avons Stéphane Carcillo, vous êtes chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. Vous êtes également professeur associé à Sciences Po dans le département d'économie et chercheur associé à l'Institute for Labour Economics, donc l'Institut en économie du travail. Bruno Palier, vous êtes directeur de recherche au CNRS, à Sciences Po, dans le département de sciences politiques, et vous avez été directeur de 2014 à 2020 au LIEP, donc le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. Et vous avez notamment vous avez été le coordinateur d'un ouvrage qui a beaucoup inspiré les conférences de la Citéco, Que sait-on du travail? Vous pouvez, si vous voulez, après en faire la promotion, vous savez mieux le faire que moi. Et donc c'est le petit livre qu'on vous montrera après qui est présent ici, qui regroupe des chercheurs de différents domaines. Ouais, il paraît imposant, mais il est très simple à lire, justement, c'est tout son atout. Et donc très rapidement, avant de rentrer directement dans le fond de la thématique, donc le coût du travail, vous avez sûrement entendu parler beaucoup de cette notion dans les débats, dans le débat public. Il y a beaucoup de visions qui s'opposent. Une vision qui se focalise sur le coût du travail. Le coût du travail est très fort, très important en France. Comment peut-on le baisser? Quelle politique mettre en œuvre? Et de l'autre côté, une vision un peu plus sociale du travail, c'est-à-dire plus focalisée sur le travail comme un investissement, comme sur les valeurs intrinsèques du travail, les valeurs d'épanouissement, de contribution à la société. Et donc, la structure de cette conférence, il y aura deux temps. Il y aura un premier temps, on va échanger ensemble sur ces thématiques, essayer de comprendre qu'est-ce que le coût du travail, comment on le mesure, est-ce que le travail, ce n'est qu'un coût, quelles ont été les politiques mises en France pour réduire son coût, est-ce qu'elles ont porté leurs fruits. Et un deuxième temps où vous aurez la parole, vous pourrez poser des questions. Donc, cette modération, je compte aussi sur vous lors de la conférence. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par une question très simple. Je vais commencer par vous, Stéphane. Donc, à l'OCDE, vous travaillez beaucoup sur des analyses statistiques, sur le coût du travail, des analyses comparatives. Et très simplement, pour poser les bases, qu'est-ce que le coût du travail? Comment on le mesure? Ça concerne qui? Des ménages, des entreprises? Qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Alors oui, à l'OCDE, on compare le coût du travail dans les différents pays membres de l'organisation et ça nous permet de comparer ce que coûte le travail aux entreprises dans les différents pays par rapport à leur production et aux échanges commerciaux dans ces pays. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire que on utilise des enquêtes ou des bases de données administratives selon les sources et on essaie de calculer, en plus du salaire qui est versé aux salariés, tout ce que les entreprises doivent payer. Et dans la plupart des pays, il y a des impôts et des contributions sociales à payer sur les salaires. En France, par exemple, vous savez tous qu'il y a un salaire brut, puis il y a le net pour le salarié avec des contributions sociales salariales, et puis il y a aussi des contributions sociales patronales et parfois même des taxes sur les salaires. Et donc, on intègre tout ça pour avoir un coût total payé pour l'entreprise. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, en France, on a une des caractéristiques du modèle français, c'est qu'on a beaucoup de choses qui sont financées sur les salaires. Et donc, les contributions sociales sont très élevées, et notamment les contributions sociales patronales sont hors exonération ou allègement parmi les plus élevées des pays de l'OCDE parce qu'on finance les retraites, la santé, une partie de la politique familiale, une partie de la mobilité, des logements, etc. Sur ces contributions-là. Et donc, entre le salaire net et le coût pour l'employeur, vous pouvez pratiquement avoir un facteur 2 hors allègement.
Quand vous payez 2 000 € en net à quelqu'un, ça coûte à l'entreprise presque 4 000 €. Donc ce ratio, il est évidemment très, très important. Alors, pour les entreprises, évidemment, mais on va y revenir, tout ce qui compte, c'est pas vraiment la valeur absolue de ce coût, c'est aussi comment il se positionne ce coût par rapport à la productivité des emplois concernés. C'est quoi la productivité? C'est les richesses que produisent les emplois, parce que les gens travaillent dans des entreprises, des richesses sont produites, et le salaire et son coût, en fait, c'est déduit de ces richesses produites, évidemment, hein. Ces richesses, elles sont partagées entre le travail et puis les profits et les autres charges que doit payer l'entreprise et les profits nets. Et donc, il y a ce partage qui se fait. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de comparer le coût du travail par rapport à la productivité des emplois. Et donc ça, c'est une autre notion qu'on appelle les coûts unitaires du travail, qui permet de comparer à travers les pays combien coûte la production d'une unité de biens ou de services vendus. Et ça nous rapproche d'une autre notion qui est celle de la compétitivité. Mais on commence à aller trop loin. Merci beaucoup Stéphane. Bruno, je vais vous poser la même question. Comme ça, chacun, vous pourrez poser les bases de votre argumentaire, parce qu'on va voir qu'il faut s'éloigner petit à petit. Mais c'est ça qui va être intéressant. Et justement, pour vous, est-ce que, tout d'abord, le coût du travail, comment vous le percevez? Et est-ce que le travail ne s'arrête qu'à un coût, puisque c'est aussi votre argumentaire principal dans votre contribution aux questions du travail? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cette prévalence de la notion de coût du travail en France, d'après vous? Là, en fait, vous me posez deux questions. À la première question, je n'ai rien à rajouter ou à me différencier de ce qu'a dit Stéphane. Ce que c'est que le coût du travail, c'est d'abord le coût du travail, c'est pour les entreprises. Hein, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et effectivement, c'est l'ensemble des sommes qu'il faut consacrer pour rémunérer les salariés. Et en France, comme en Allemagne, on est dans à peu près la moitié va au salaire net et la moitié va aux cotisations sociales, parce qu'on a un système de protection sociale qui, historiquement, a toujours conçu que la protection sociale, c'était quelque chose qu'on acquérait par son travail. Je travaille, je paye des cotisations, ça me donne le droit au chômage, à la retraite. Pendant longtemps, ça me donnait le droit à l'assurance maladie. C'est de moins en moins vrai pour la France, ça reste vrai pour l'Allemagne. Donc, sur ce qui est le coût du travail ou les cotisations sociales, moi, je n'ai pas de point de différenciation du tout. Bruno, juste peut-être compléter ce que tu dis. En fait, en Allemagne comme en France, le coût horaire du travail, c'est environ 40 €, 42 €. Alors, juste merci, pour vous donner ça, c'est un des points, on va en débattre tout à l'heure, mais donc Stéphane vient de le dire, le coût du travail en Allemagne et en France, c'est le même. C'est ce que tu viens de dire, on est d'accord. Donc, c'est presque le même. Ouais, on en reparlera tout à l'heure quand on abordera les questions de compétitivité. Bien sûr. Et les questions de capacité à exporter, puisque manifestement, puisqu'on a le même coût, c'est pas ça qui peut expliquer le fait qu'on est capable d'exporter ou pas. Mais on y reviendra tout à l'heure dans les débats. Non, moi, ce qui m'a marqué dans la rédaction et l'organisation de cet ouvrage, c'est d'abord le grand silence de la France sur la question du travail. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas beaucoup parlé du travail, de ce qui se passe au travail, hein, de les tâches que l'on fait au travail, comment tout ça est organisé, comment tout ça est valorisé. Et ce n'est pas seulement dans les salaires, là, pour le coup, puisque c'est une question sociale, individuelle, économique, bien sûr, mais il y a un ensemble de choses. Et donc, on n'en a pas beaucoup parlé en France. Parce que pendant très très longtemps, on a, c'est-à-dire depuis la crise de 73, depuis les années 70, on a été obnubilé par la question du chômage. Et on a en France, plus qu'ailleurs, mais ailleurs aussi, considéré que la cause du chômage, et puis progressivement la cause de notre manque de compétitivité, c'est-à-dire de notre capacité à exporter. Donc les deux grands problèmes de la France dont vous entendez parler depuis 40 ans, c'est à cause du coût du travail. C'est ça qui a été le diagnostic posé en France, encore une fois, dans d'autres pays, mais peut-être pas aussi de façon aussi monocolore. S'il y a du chômage parce que le travail est trop cher, donc en gros, ça veut dire que les entreprises ne peuvent pas embaucher, ça coûte trop cher de payer quelqu'un. Et si on n'arrive pas à exporter à l'étranger, c'est parce que nos produits sont trop chers. Et pourquoi ils sont trop chers? C'est parce que le coût du travail est trop élevé. Et donc, quand on a parlé du travail, ça n'a été que sous cet angle-là. On va dire, jusqu'à la fin des années 2010.
Et puis, depuis le milieu des années 2010, 2015 par exemple, on a de nouvelles thématiques qui émergent. À partir de 2015, on commence à constater, avec la baisse progressive du chômage, qu'il y a ce qu'on appelle les secteurs en tension. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs économiques où on n'arrive pas à embaucher. Alors ça, c'est quelque chose dont on n'entendait plus parler depuis les années 70. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a du chômage, c'est que les employeurs ont du mal à recruter. Et dans ces secteurs en tension, il y a deux grands types de secteurs. Il y a les secteurs en France de la technologie et de l'industrie, où là, manifestement, c'est un problème de compétences. Il n'y a pas assez de gens avec les qualifications nécessaires pour pouvoir trouver ce que les employeurs cherchent. Et puis, il y a un deuxième énorme secteur qui se développe de plus en plus, c'est l'hôtellerie, la restauration, le soin aux autres, notamment aux personnes âgées dépendantes, un ensemble de métiers, on va dire, d'infrastructure, où là, ce n'est pas les compétences qui manquent, c'est manifestement les conditions de travail, les conditions de rémunération, les horaires qui n'attirent pas. On parle de problèmes d'attractivité. Donc là, on commence à se poser des questions. Et quand je dis on, c'est les employeurs. Ils se disent, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à recruter des gens dans un certain nombre de secteurs? Et autant on peut continuer à dire, du côté de la tech et de l'industrie, c'est peut-être aussi un problème de coût du travail. On pourra en reparler tout à l'heure, mais on sait déjà qu'en Allemagne, il y a le même coût du travail. Mais par contre, c'est manifestement pas un problème de coût du travail dans les secteurs dont j'ai parlé, puisque ce sont des secteurs qui sont les moins bien rémunérés et qui, en plus, bénéficient depuis 30 ans d'exonérations de cotisations sociales tellement massives qu'aujourd'hui, au niveau du SMIC, les employeurs ne payent quasiment plus de cotisations sociales. C'est pour ça que Stéphane prenait bien soin de toujours dire hors exonération. Mais dans la réalité des métiers dont je parlais tout à l'heure, hôtel, restauration, soins aux autres, notamment aux personnes âgées dépendantes, aide à domicile, métier du nettoyage, etc., les employeurs ne payent quasiment plus de cotisations sociales. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il y a des problèmes de tension. Donc, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que je suis d'accord sur la façon de calculer le coût du travail. Par contre, je m'inscris en faux depuis la fin des années 2010, en tout cas, sur l'idée que le coût du travail expliquerait l'ensemble de nos problèmes. Alors, le problème, c'est que aussi bien le gouvernement que les entreprises ont été emportés par cette interprétation du chômage et du problème de compétitivité. Quand vous regardez les politiques économiques qui sont mises en œuvre depuis les années 80, elles consistent principalement, pour lutter contre le chômage et pour améliorer nos capacités à exporter en France, dans des exonérations de cotisations sociales. Sur les bas salaires d'abord, c'est au moment d'Édouard Balladur. En fait, ça a commencé un petit peu avant, mais quand on fait baisser le coût du travail au niveau du SMIC, et puis on va le faire de plus en plus, je ne vais pas faire le graphique ici, à tel point que désormais, on consacre 75 milliards d'euros par an pour faire baisser le coût du travail. Et c'est bien des dépenses. Quand on dit exonération, on a l'impression qu'il y a des gens qui ne payent plus, et puis voilà, c'est un manque à gagner. Non. En France, quand on fait des exonérations de cotisations sociales, l'État prend dans son budget pour compenser le manque à gagner auprès de la sécurité sociale des cotisations. Donc c'est bien des dépenses de 75 milliards par an en moyenne depuis qu'on a fait en fait le CICE qui a été transformé en exonération de cotisations sociales, qui a rajouté une couche d'exonération. Mais si je peux terminer sur cette comment dire, obsession du coût du travail qui a guidé nos politiques économiques donc en France, c'est aussi une obsession qui a guidé beaucoup d'entreprises en France, considérer que le travail n'était qu'un coût, là pour le coup, et qu'il fallait absolument le réduire. Et donc, ça donne 4 grandes caractéristiques des stratégies d'entreprise pour baisser le coût du travail. La première, ce sont les délocalisations. On va essayer de faire ailleurs pour moins cher ce qu'on considère qui est trop cher ici. Et les délocalisations en France sont massives et beaucoup plus élevées que dans la plupart des pays européens. On a depuis les années 80, début des années 90, délocalisé 25 000 emplois par an. Donc une désindustrialisation massive en France. J'y reviendrai, il faut qu'on reparle de est-ce que c'est à cause du coût du travail qu'on a été obligé de désindustrialiser, mais en tout cas c'est ce qu'on a fait en France. Donc on a aujourd'hui, vous le savez, on est un des pays où il y a le moins d'emplois industriels, à peine 10% par rapport
Alors, je ne sais pas la dernière année, Stéphane le sait sûrement mieux que moi, mais moi, les dernières fois que j'ai regardé, 24-25% des emplois industriels en Allemagne. Ouais, mais l'Allemagne, c'est un peu une exception. Non, tout à fait. Oui, mais comme c'est depuis les années 2000, c'est l'exemple qu'on prend en référence en France dans les débats, c'est important de ne pas l'oublier. Deuxième stratégie des entreprises, c'est la sous-traitance. Donc, faire par d'autres pour ne pas avoir à gérer un certain nombre de problèmes de pénibilité, de sécurité, mais aussi pour essayer d'obtenir à moindre coût des services de gardiennage, de cantine, de nettoyage, un certain nombre de choses comme ça. Là encore, la France surperforme en matière de sous-traitance. À peu près un quart des salariés en France travaillent dans une entreprise preneuse d'ordre, c'est-à-dire à qui on a sous-traité. La moyenne européenne, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 17%. Et une des choses qu'on montre là-dedans, c'est que dans la sous-traitance, il y a 2 fois plus d'accidents du travail et il y a entre 2 et 3 fois plus de pénibilité, charges lourdes, bruit, travail de nuit, etc. Troisième caractéristique, on a considéré, on continue de considérer, regardez le plan social qui a été annoncé aujourd'hui, ce matin, je ne sais plus dans quelle grande entreprise, les travailleurs vieillissants comme étant trop coûteux. Fin de carrière, paiement qui augmente à mesure de la carrière, il faut s'en débarrasser. Effectivement, c'est une pratique française de chercher à se débarrasser des plus âgés avec un taux d'emploi des seniors, donc combien de personnes de plus de 55 ou plus de 65 ans sont en emploi en France? Eh bien, beaucoup moins que dans les pays nordiques et qu'en Allemagne, et à peine dans la moyenne européenne. Et puis le dernier point, et ça sera ma conclusion, ceux qui restent, qui n'ont pas été délocalisés, sous-traités, fait partir, soit dans un plan social, soit dans un départ conventionnel, eh bien, à cela, on a dit qu'il faut accroître votre productivité, celle dont parlait Stéphane, la productivité quantitative, j'espère que je pourrai y revenir, et donc on a intensifié le travail. Une des choses qui caractérise les stratégies de réorganisation du travail en France, c'est l'intensification du travail, c'est-à-dire essayer d'obtenir plus pour la même quantité d'heures de travail, mais plus de quantité et pas plus de qualité. J'espère que je pourrai y revenir. Au bout du compte, on a le constat qui est fait pas seulement par des économistes, mais aussi par des sociologues, des psychologues, etc., dans cet ouvrage, puisqu'il y a un peu toutes les sciences sociales et humaines présentes dans cet ouvrage. C'est un énorme malaise au travail en France. C'est le sentiment que le travail use, que le travail est source de grandes difficultés pour les 2/3 des Français, parce que on ne se sent ni reconnu ni écouté, parce qu'on est abîmé. Alors, accident mortel du travail 2 fois plus en France qu'ailleurs, plus d'accidents du travail, plus d'absentéisme, plus de troubles musculo-squelettiques. Il y a une difficulté au travail qui, je pense, se comprend par la façon dont on a traité, certains disent maltraiter le travail, à ne le considérer que comme un coût, c'est aussi un coût, mais à ne le considérer que comme un coût, et à chercher à tout prix, y compris au prix de la santé et du sens au travail, à chercher à tout prix à le réduire. Merci beaucoup. Donc il y a beaucoup d'arguments directement ou indirectement liés aux conséquences de la pensée du coût du travail. Juste avant de venir à vous, Stéphane, j'aimerais juste, pour être sûr que tout le monde comprenne le lien entre le travail, son coût et la compétitivité des entreprises, parce qu'on parle beaucoup de le coût du travail aurait entraîné une baisse de compétitivité. Je pense qu'il y a 2 relations à avoir en tête. Une première qui est que l'entreprise, lorsqu'elle elle réfléchit au prix, aux quantités qu'elle va vendre ses biens et services, elle va prendre en compte les coûts de ses machines, donc les coûts du capital, mais aussi les coûts du travail. Et le coût du travail, comme on l'a dit, comme l'a dit Stéphane, ce sont à la fois les salaires, les cotisations qui vont être versées aux salariés, et également des taxes qui viennent après. Et donc ça, c'est la première relation de travail. Donc vous l'avez compris, plus cette composante est importante, moins le chiffre d'affaires et les profits de l'entreprise vont être grands. Et du coup, ça va amener des ajustements en termes de prix et de quantité. Et il y a une deuxième relation qui est par rapport au travailleur. Le travailleur, donc, Stéphane a beaucoup écrit avec des co-auteurs sur des manuels assez fondamentaux en économie. Donc le travailleur, lui, est rémunéré à sa productivité marginale. C'est quoi la productivité marginale? Si je vous prends un exemple d'un boulanger, c'est si j'embauche un nouveau boulanger, sa productivité marginale, ça va être le nombre de baguettes qu'il va faire en plus par rapport à toute la masse salariale d'avant. Et donc, plus cette productivité est importante, plus son salaire sera important. Et j'imagine que donc ça, c'est pour bien vous faire comprendre les 2 relations. Donc, si la productivité elle est forte, le salaire sera fort et le poids de ce salaire sera important dans l'entreprise. Mais vu que la productivité est forte, la compétitivité de l'entreprise va augmenter. Il y a sûrement, c'est vrai, cette égalité du salaire
et de la productivité marginale du travailleur, elle est pas forcément le cas selon la qualification. Elle peut être supérieure, inférieure. Je pense que Stéphane pourrait y revenir. Juste un point, on est bien d'accord que vous ne parlez pour l'instant que de la productivité quantitative. Vous n'avez pas dit est-ce que c'est une baguette bas de gamme, est-ce que c'est une baguette tradition, est-ce que c'est une baguette non, bien sûr, de graines, etc. Oui, il y a plusieurs facettes. Mais donc, déjà, je pense que ça peut être intéressant de revenir et bien poser les bases, mais aussi, moi, je souhaitais aussi libre de compléter, de répondre les aspects dont parlait Bruno. Et je pense, à vous entendre tous les deux, j'ai l'impression qu'il y a une conception du coût du travail en France qui dépend fortement de notre modèle social, qui est très généreux comparé à d'autres pays. Et donc, est-ce que finalement, le seul moyen pour augmenter la compétitivité, c'est pas justement d'exonérer ces cotisations qui sont quand même un choix social qu'on a fait d'un État-providence assez important? Et est-ce que c'est pas du coup le levier, ces baisses, ces exonérations de cotisations sociales, en plus d'autres leviers? Oui. Alors, bon, je vais revenir un tout petit peu sur l'histoire parce que et je vais essayer d'avoir une vision un tout petit peu plus positive que celle de Bruno. C'est parce que grosso modo, quand on fait l'histoire du marché du travail en France au cours des 20 dernières années, je pense que on a fait d'énormes progrès en termes d'emploi et en termes de chômage. Comme ça a été rappelé, la France avait un problème de coût du travail différentiel par rapport à l'Allemagne, mais aussi par rapport à d'autres pays de l'OCDE, il y a une vingtaine d'années. Et depuis les années 2010, cet écart, ce désavantage s'est considérablement résorbé à la faveur de plusieurs stratégies. La première, ça a été celle effectivement d'exonérer une partie des charges des employeurs pour les salariés les moins qualifiés. Pourquoi est-ce que cette stratégie a été mise en place? Elle a été mise en place très progressivement au cours des années 90 et puis renforcée avec les 35 heures. Le passage de 35 heures, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que 80% des chômeurs n'avaient pas dépassé le bac et 50% n'avaient absolument aucun diplôme. Et quand on vit avec un taux de chômage autour de 9-10%, comme c'était le cas il y a quelques années, on se dit bah il va falloir quand même faire quelque chose pour que ces personnes trouvent un emploi. Et quand on se tournait du côté du coût du travail et qu'on comparait par rapport à d'autres pays, on voyait que la France avait un coût du travail très élevé au niveau du salaire minimum, au niveau du SMIC, parce que le SMIC avait été très élevé en comparaison internationale. Il avait été l'objet de plusieurs coups de pouce, y compris jusqu'aux années 2005-2007, à la suite des 35 heures. Et donc, on s'est dit, bon, bah, on a un coût très élevé d'un côté, on a beaucoup de chômeurs qui ne trouvent pas d'emploi, qui sont peu qualifiés de l'autre. Donc, on va essayer de faire quelque chose sur le coût du travail. Et c'est la stratégie qui a été poursuivie, comme ça a été évoqué, par quasiment tous les gouvernements de manière cohérente depuis début des années 2000. Le résultat, quelque part, c'est qu'on est allé jusqu'au bout de la logique, clairement. Maintenant, on exonère quasiment tout au niveau du SMIC. Et puis, progressivement, quand le salaire augmente, les cotisations patronales augmentent. Cette logique, c'est vrai qu'elle a permis, je pense qu'elle a contribué, en tous les cas les évaluations le montrent, à créer énormément d'emplois. Aujourd'hui, si on supprimait... Je peux juste te demander quelles évaluations montrent énormément d'emplois? Les évaluations qui s'intéressent au coût des exonérations. Donc moi, par exemple, j'ai évalué avec Pierre Cahuc et Thomas Barbanchon, tu connais peut-être cette évaluation, un dispositif qui exonérait totalement de cotisations patronales au niveau du SMIC les embauches, un dispositif zéro charge de les embauches pendant la crise financière, et la sensibilité des entreprises, des embauches à cette exonération était très importante. Et donc, cette évaluation, plus d'autres, laisse penser que la sensibilité de l'emploi à son coût en France, pour les économistes, ça fait consensus chez les économistes, est très importante. C'est d'ailleurs ce qui a été rappelé dans le rapport d'Antoine Bozio et Étienne Vasmer. Aujourd'hui, si on supprimait les exonérations de cotisations patronales, on détruit entre 1,5 million et 2 millions d'emplois. C'est pas en tout cas ce que disent ni Antoine Bozio ni Étienne Vasmer dans leur rapport. Oui, c'est ce que je dis moi, en l'occurrence. Et à ma connaissance, Étienne Bozio et Vasmer sont les auteurs du rapport et sont d'excellents économistes aussi. Oui, mais c'est pas la peine de me faire un procès en autorité. Donc bon, en l'occurrence, je vous dis que parce que 1,5 million d'emplois, moi je l'ai vu nulle part et ça fait très peur.
quand même 1,5 million d'emplois. C'est vraiment des chiffres qui sont fondés sur aucune étude et qui font très peur. Non. C'est une des façons je pense de peser dans le débat public qui, je trouve, tout à fait fausse. Moi, ce que je veux dire, c'est que Crépon, Kramat ont montré que ça avait créé des emplois. Vous, sur la zone franche, c'est quelques milliers d'emplois, puisque ça concerne en fait très peu d'entreprises. Et puis, les dernières évaluations sur le coût du travail, c'est Carbonnier, 0 emploi, Lortie, 80 000. 80 000 emplois pour 20 milliards d'euros de dépenses, c'est-à-dire 120 000 euros. Parce que c'était pas ciblé pareil, tu sais très bien, c'était pas ciblé sur les bas salaires. Bruno, je pense que des études. Je pense qu'on reviendra sur cette. Je suis désolé, je crois que c'est vraiment important quand on s'amuse à sortir 1,5 million d'emplois de menaces. Je m'amuse pas à le sortir. Je pense qu'il faut s'appuyer sur des études. Moi, les études que je connais, et j'ai beaucoup travaillé dessus, donc je pense. Écoutez, Bruno, je pense qu'on va revenir derrière. Je pense qu'il y a pour l'idée, c'est pas de faire. Vous voyez la différence entre les économistes et les sociologues. Je pense que l'idée, c'est pas de reproduire un débat politique. Non, faut pas. Il y a des études qui montrent des effets. Chaque étude, faut savoir dans la recherche, chaque étude a des méthodologies spécifiques, a un contexte spécifique. Donc forcément, chaque résultat est spécifique à son contenu conditionnel, à son contexte, pardon. Donc je pense que il y a du vrai dans chaque chose. Je pense que l'idée, c'est pas de convaincre. Je pense que chacun a son avis. L'idée, c'est pas de convaincre chaque personne que la vision est bonne, mais je pense qu'il y a un intermédiaire entre les deux et qui mérite d'être écouté. Antoine Boziou, en l'occurrence, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, dans un débat, a mentionné le chiffre de 1 million d'emplois ou plus qui sont à la clé. Il l'a mentionné parce que c'est l'extrapolation des élasticités, des sensibilités qu'il utilise. Enfin, peu importe, c'est très technique. Donc, laissez-moi reprendre le cours de mon histoire, même si mon chiffre a beaucoup choqué mon voisin. Le résultat, c'est qu'on a créé énormément d'emplois. Le taux d'emploi en France maintenant est à plus 69%. Il n'a jamais été aussi élevé depuis que l'INSEE le mesure en 1975. Et donc, on a considérablement augmenté le taux d'emploi et on a fait baisser le taux de chômage. On était sur des taux de chômage qui étaient, vous vous souvenez, autour de 9-10% pendant très très longtemps. On navigue maintenant autour de 7-8% de manière régulière. Et donc ça, c'est parce qu'on a créé énormément d'emplois. Et c'est vrai qu'on a créé énormément d'emplois dans des services qui sont relativement peu qualifiés, mais parce qu'on sait très bien que les personnes en question qui ont peu de qualifications, c'est très très difficile de les requalifier. C'est très difficile pour des personnes qui sont sorties du système éducatif et qui ont dépassé les 25-30 ans de les refaire remonter en qualification après. C'est un effort qui est déployé en France de manière massive. On dépense 30 milliards d'euros par an sur la formation professionnelle, même 35 si je prends l'ensemble des dépenses, y compris celles d'entreprise. Et on sait très très bien que malgré ces dépenses massives, c'est très très dur de cibler les personnes qui sont sans qualification. Le plan d'investissement en compétences, 10 milliards d'euros, on l'a bien vu, des efforts massifs sur les moins qualifiés. On arrive à peine à faire décoller la formation des moins qualifiés. C'est très, très dur. Donc, dans ce contexte, la stratégie, c'était de dire, voilà, on a un problème, il faut quand même qu'on crée des emplois pour ces personnes. Et c'est ce qui a été fait. Alors, le taux d'emploi n'a pas augmenté uniquement grâce aux allègements et aux baisses de coûts du travail. Il a aussi augmenté beaucoup parce que on a aussi fait d'autres réformes. Par exemple, sur les seniors, la principale réforme qui fait monter le taux d'emploi des seniors, c'est la réforme des retraites. C'est le facteur numéro 1 de manière tendancielle. Mais ces réformes-là sont effectivement très importantes. Alors, on est probablement arrivé au bout de la logique de ce qu'on peut faire dans ce domaine-là, notamment parce que je pense que, comme ça a été rappelé, ces allègements, ils coûtent vraiment maintenant très, très cher. Pourquoi on est monté à des sommes faramineuses, 75 milliards d'euros? C'est parce qu'en fait, le SMIC a beaucoup augmenté depuis 2020 à cause des règles d'indexation automatique du SMIC, qui fait qu'il a été complètement couvert. Les salariés rémunérés au SMIC ont été totalement protégés de l'inflation. Et le salaire au SMIC a plus augmenté que les autres salaires. Et donc, l'enveloppe globale des allègements qui sont labellisés, en quelque sorte, en pourcentage du SMIC, si je peux le dire simplement, a complètement explosé ces dernières années. On est allé aussi probablement un peu trop loin parce qu'on exonère de cotisations, des cotisations patronales, des emplois à des niveaux de salaire pour lesquels il n'y a pas de chômage. À 2 fois le SMIC, 2 fois et demi le SMIC, et au-delà, il y a
plus vraiment de chômage pour les personnes concernées. Alors, je ne dis pas qu'une personne qui gagne 3 fois le SMIC, qui tombe au chômage, ne va pas être du tout, va mettre simplement 2 jours pour trouver un emploi. Mais grosso modo, ces personnes vont trouver un emploi et au bout de 6 mois, au bout de quelques mois, vont trouver un emploi en moyenne. Il n'y a pas de grosses difficultés. Et donc, le grand débat qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a trop allégé le coût du travail? Est-ce que cette stratégie est allée trop loin? Et puis, un dernier aspect, puisqu'on a parlé de la productivité, c'est que c'est très, très clair que cette stratégie, mais c'était délibéré, a créé des emplois relativement peu qualifiés. Et elle a favorisé la création de ces emplois. Mais c'était délibéré parce qu'on manquait d'emplois. Je me souviens de rapports de Thomas Piketty qui montraient le déficit d'emplois dans les services en France dans les années 90, au début des années 2000, qui était très, très important. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc, on a créé des emplois là où il manquait, mais qui sont des emplois relativement peu qualifiés. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement, on a créé une situation relativement défavorable aux salariés peu qualifiés parce qu'il y a trop d'emplois peu qualifiés et quelque part, on ne les fait pas monter en gamme, on ne les fait pas monter dans l'échelle de la productivité et donc des salaires, hein. Comme vous l'avez rappelé, les salaires, leur niveau dépend de la productivité. Hein, c'est le premier facteur de croissance des salaires et du niveau de vie, c'est la productivité. C'est qu'on a le fait qu'on ait des emplois productifs, avec de plus en plus productifs, qu'on peut voir le niveau de vie du pays augmenter. Alors, quand on regarde les statistiques sur ce qu'on appelle les trappes à bas salaire, c'est-à-dire le fait d'être coincé sur un bas salaire pendant de nombreuses années et de ne pas arriver à grimper dans l'échelle des salaires, en dépit de ces exonérations très importantes et de tout un système fiscalo-social qui favorise l'émergence de ces emplois peu qualifiés, dans les statistiques, on ne voit pas de signes de trappe à bas salaire massive en France en comparaison d'autres pays. Alors, c'est un peu étonnant au vu de ce qu'on voit dans les enquêtes, etc. Mais dans les statistiques, on ne le voit pas. Je suis aussi président du groupe d'experts sur le SMIC et on sort un rapport dans 15 jours. Et on a fait ces comparaisons entre la France et d'autres pays pour voir s'il était plus difficile pour les salariés au niveau du SMIC de grimper, d'avoir une mobilité salariale en France par rapport aux autres pays, compte tenu du fait qu'on avait tant d'emplois peu qualifiés en France et que le coût du travail augmentait si vite lorsque le salaire progresse, du fait de ces exonérations qui diminuent avec le salaire. Eh ben, en fait, on ne le voit pas. En comparaison d'autres pays, les salariés au niveau du SMIC ont la même probabilité d'avoir des augmentations de salaire de même ampleur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer les choses, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de faire monter les gens en compétences, mais pour ça, à mon avis, il y a plusieurs choses à faire pour améliorer la situation des salariés concernés. La première, c'est d'arriver vraiment à les cibler par les dispositifs de formation, de les faire monter vraiment en compétences. Et ce n'est pas facile du tout, hein, parce que les faire monter en compétences avec leurs compétences à eux, ça leur permet d'être plus productifs et donc d'avoir un salaire, d'accéder à des emplois plus qualifiés. Ça, c'est la première stratégie. Une deuxième stratégie qui est hyper importante, parce qu'on parle que du coût du travail, mais il faut aussi parler évidemment de l'investissement des entreprises. L'alternative, finalement, la capacité des entreprises à créer des emplois qualifiés dépend pas seulement que des compétences des travailleurs, hein, des salariés, elle dépend aussi de leur capacité à avoir des technologies et des machines qui sont à la pointe. Et quand on regarde les statistiques en France, on se rend compte qu'il y a un déficit d'investissement, notamment dans les nouvelles technologies et dans les nouvelles machines, et notamment dans les TPE-PME. Alors évidemment, lorsqu'on n'a pas les bonnes machines, lorsqu'on n'a pas les bonnes technologies, lorsqu'on n'est pas bien positionné, on pourra en parler par rapport à l'Allemagne, je pense que c'est un point sur lequel on est complètement d'accord, c'est très très dur de faire émerger des emplois bien qualifiés parce qu'en fait, la machine de l'entreprise, elle produit, mais elle ne produit pas des produits à la pointe, quoi. Et elle n'arrive pas à les vendre à un niveau suffisant qui permet de faire émerger une forte productivité. La productivité, c'est jamais que le prix de vente de ce que vous produisez. Et donc, à un moment donné, il faut arriver à avoir des produits qu'on arrive à vendre suffisamment cher parce qu'ils ont les bonnes composantes. Et pour ça, il faut aussi investir dans les machines. Il faut investir dans les femmes et dans les hommes, et il faut aussi investir dans les machines. Et là, on a un déficit de ce point de vue. Donc, tout ça pour dire que je pense que je pense que c'est pas la baisse du coût du travail contre la productivité. Je pense qu'on a besoin de tout.
Je pense qu'on avait besoin à un moment donné de cette baisse du coût du travail parce qu'on avait un déficit d'emploi peu qualifié, beaucoup de chômeurs donc avec aucune qualification, et il fallait bien créer ces emplois et que cette stratégie a fonctionné, mais je pense qu'on arrive au bout de cette stratégie, au sens où maintenant, si on veut faire monter les salaires, si on veut poursuivre la baisse du chômage, c'est une autre stratégie vers laquelle il faut se tourner. Merci beaucoup. Juste quelques points pour essayer de résumer, pour accentuer certains points. On revient toujours, c'est important que vous ayez en tête, on revient toujours à cette équation simple de salaire égale productivité marginale du travail, donc mon efficacité, grosso modo, au travail. Et si je résume un peu vos visions à tous les deux, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu, comme vous dites, le coût du travail versus la productivité. J'ai l'impression qu'il y a eu deux temps, c'est-à-dire un premier temps, c'est trop long d'agir sur les compétences, c'est trop coûteux, il y a très peu d'effets. Et justement, il y a un chapitre dans le livre par Bernard Gazier qui montre une grande persistance des jeunes sans emploi, sans formation, mince, j'ai oublié le dernier acronyme, sans qualification, exactement. Et il y a une grande persistance. Et on voit qu'il y a beaucoup, comme vous disiez, de politiques qui investissent, mais avec peu d'effets. Le plan d'investissement dans les compétences, qui finalement très peu fait augmenter le taux d'emploi des jeunes de 15 à 29 ans, même, et même après. Donc, pour revenir à mon point, j'ai l'impression qu'il y avait un arbitrage dans les années 80 entre soit on investit dans les compétences, et ça peut prendre du temps, mais c'est un peu risqué, soit on exonère, et le résultat en termes de coût du travail et de compétitivité serait plus immédiat en tout cas qu'investir dans les formations. Et comme vous dites, j'ai l'impression qu'on est arrivé à la fin de cette politique et que maintenant on se pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas mettre l'accent sur les compétences, la formation et mettre de côté ces exonérations puisqu'on en est arrivé à bout. Est-ce que Bernard, puis ensuite Stéphane, est-ce que c'est un peu une vision que vous avez en tête de maintenant privilégier le deuxième levier ou Alors moi, c'est pas maintenant, ça fait 20 ans que je dis qu'il faudrait faire de l'investissement et de l'investissement social en France. Et si je me suis tourné vers essayer de décrypter les conséquences collectives, les conséquences économiques de cette obsession du coût du travail, c'est justement parce que je crois que cette obsession du coût du travail nous a empêchés de mettre en place une stratégie alternative d'investissement. Et je voudrais l'illustrer. Alors d'abord, souligner un point, c'est que vous avez parlé du nombre de baguettes, et puis ensuite, Stéphane a parlé du prix de vente. Vous vous rappelez, il a dit, Stéphane, la productivité, c'est le prix de vente. Et ça me paraît être une meilleure approche de la productivité, effectivement, puisque j'ai essayé de mettre un teaser, donc le coût du travail dans l'industrie manufacturière, en tout cas, est le même en France et en Allemagne depuis 40 ans. Ça n'a pas bougé. Et on est d'accord que par rapport au chômage et par rapport à capacité exportée, à coût du travail équivalent dans l'industrie manufacturière, on a un pays où il y a du chômage et de la désindustrialisation, la France, dans l'industrie manufacturière, et un pays qui a fait une capacité à exporter et à n'avoir pas de chômage dans l'industrie manufacturière, au contraire, beaucoup d'emplois, l'Allemagne. C'est quoi la différence ? Vous le savez, c'est le prix de vente d'une voiture allemande et le prix de vente d'une voiture française. Qu'est-ce qui fait la différence ? Ce n'est pas le coût du travail, c'est le même, c'est la qualité. Voilà ce mot qu'on n'arrive pas à prononcer quand on a une approche quantitative ou productivité marginale. C'est l'enjeu. Dans des économies riches, développées, fondées sur le savoir, l'enjeu n'est plus un enjeu de combien de choses j'arrive à produire. J'ai vu qu'il y a des images de Charlie Chaplin, mais c'est la fin du 19e siècle, c'est le début du 20e siècle d'accroître la productivité en faisant faire toujours plus et plus vite les gens. Mais quand on est dans une économie de service, quand on est dans une économie où sont en concurrence des gens qui sont capables d'innover, de créer de nouvelles choses, c'est pas est-ce que tu es capable de faire plus en une heure qui va compter. C'est est-ce que tu es capable de faire mieux, autrement, de nouvelles choses. C'est ça qui crée la compétitivité et dont on ne parle pas en France depuis une trentaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'on est obsédé par une autre interprétation de nos problèmes qui est le coût du travail. Deuxième point que je voudrais faire, c'est que quand je dis ça nous a empêchés, les sommes consacrées aux exonérations de cotisations sociales et par ailleurs aux subventions aux entreprises, 200 milliards d'après Anne-Laure Delattre. Ces sommes-là sont autant de sommes qui manquent pour investir dans l'éducation. Parce qu'effectivement, moi je suis complètement d'accord avec Stéphane Carcillo, une fois qu'on sort du système éducatif sans beaucoup de qualifications, c'est très difficile après coup. C'est très difficile après coup. Mais pourquoi on n'investit pas dans l'éducation pour tout le monde? Ça, c'est le problème élitiste du système français, et de façon efficace. Ça, c'est le manque de moyens. Alors là, l'OCDE le montre tous les ans. On consacre beaucoup moins d'argent
en France à l'éducation que la moyenne des pays riches de l'OCDE, pour le dire comme ça. Donc, même chose pour la recherche et développement. On n'arrive pas à consacrer en France de l'investissement. Et moi, je crois que c'est aussi parce qu'on consacre beaucoup d'argent à autre chose. Il y a deux autres choses majeures quand on compare un peu où est-ce que va l'argent, notamment l'argent public. Il y a d'une part aux retraites et aux dépenses de santé. On dépense plus d'argent public, en tout cas, dans les retraites que la moyenne des pays européens, on va dire ça, c'est là où c'est comparable, et un petit peu plus en matière de santé, et on dépense beaucoup plus d'argent en exo de cotisations sociales et en aide aux entreprises. C'est là où on dépense plus. Alors un point là-dessus, c'est pas le cœur de notre débat, mais on ne dépense pas plus pour payer des fonctionnaires. Il y a 20% de personnes qui travaillent dans le secteur public en France, c'est la moyenne des pays de l'OCDE. Il n'y a pas trop de fonctionnaires en France, en tout cas par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Mais on dépense plus là, aide aux entreprises, retraite, santé, et moins éducation et recherche et développement. Et donc, on n'arrive pas à embrayer dans la stratégie de l'investissement, de l'innovation, etc. Et ce n'est pas en 2024 qu'on découvre qu'il faut le faire. C'est des pays qui, depuis les années 90, le font. En Californie, ils le font tout seuls, un peu aidés par le complexe autour de grandes universités. Dans les pays nordiques, ils en font une stratégie. Et dans l'industrie allemande, ils ont décidé de monter en qualité de leurs voitures pour pouvoir les vendre très cher, puisque c'est le prix de vente qui fait la productivité, on est bien d'accord. Nous n'avons pas investi là-dessus. Et je pense que c'est à la fois du fait du paradigme, de la vision, on n'a pas pensé ces choses-là, on a pensé notre problème, c'est le coût du travail, et du fait que cette stratégie de baisse du coût du travail a absorbé nos esprits et nos moyens. Et là, il est vraiment plus que temps de passer à autre chose, parce que ça prend du temps, effectivement, de former des générations entières. Alors, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de perspective, et notamment pour le système éducatif. Je crois que ça doit être clé quand on parle de la nécessité de former, parce qu'après, c'est trop tard, effectivement, c'est très difficile. Si on considère qu'aujourd'hui, il faut améliorer les compétences, il faut aussi considérer que l'école doit apporter les compétences à tout le monde et pas seulement aux meilleurs élèves. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait crucial. Dans une économie moderne, fondée sur les services, etc., aujourd'hui, il est important que tout le monde réussisse à l'école, réussisse au lycée, au moins là, et non pas qu'on soit dans un système qui vise à trier parmi les élèves. Donc on est là sur investir plus dans l'éducation, dans la recherche et développement, mais autrement aussi, de façon à ce qu'il y ait une réussite de tout le monde. Ça, c'est les bases collectives de la réussite. Parce qu'on a parlé, tout à l'heure, Stéphane parlait de donner la possibilité aux salariés de monter dans l'échelle des salaires. Mais ce dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que c'est très difficile à évaluer, c'est en quoi cette politique de baisse du coût du travail a tiré l'économie française vers le bas. Moi, je pense que cette stratégie a attiré d'abord le positionnement des entreprises, de beaucoup d'entreprises, se dire moi, je vais faire de l'activité économique là où je vais être subventionné. Donc, c'est plutôt vers autour du SMIC, 1,5, voire 2 SMIC, parce que là, je suis subventionné, donc je vais faire ça. Donc, là aussi, Crépon, Cramat ont montré qu'il y a une substitution du fait de la baisse de cotisation sociale entre des salaires au-dessus des cotisations et en dessous. Donc, on crée plus d'emplois en bas. Et donc, ce n'est pas seulement qu'on bloque les gens là, même si on n'arrive pas à montrer les trappes à bas salaires. En tout cas, les entreprises nous répètent à longueur de journée depuis 6 mois que ça leur coûte 400 € d'augmenter de 100 € un salaire. Donc, c'est une petite définition des trappes à bas salaire. En plus, ce n'est pas 400, c'est 200 parce que c'est la prime d'activité, ce n'est pas à eux que ça coûte. Mais toujours est-il que... oui, mais ils savent présenter les choses. C'est toujours important de déconstruire la présentation des choses. Mais toujours est-il que, à force d'avoir porté le regard et les politiques uniquement là-dessus, je pense qu'on s'est empêché, non seulement dans les moyens, mais dans la pensée aussi, d'organiser une montée en gamme de l'économie française. Ce qui permettrait de créer de meilleurs emplois, mais de créer aussi plus de richesses et de pouvoir mieux la distribuer. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, il y a quand même une notion qui est assez importante dans toutes nos discussions, c'est quand même la prévalence de l'éducation et de la qualification. Et c'est à partir de ce moment-là, et comme vous l'avez dit, il y a eu un choix de ces politiques d'exonération parce qu'il y a une difficulté à embaucher pour les non qualifiés ou les moins qualifiés.
parce que justement, ça coûte à l'entreprise d'avoir quelqu'un qui est moins qualifié qu'une personne plus qualifiée. Et j'ai l'impression qu'il y a eu, c'est vraiment une raison de ces politiques de cotisation. Et j'aimerais revenir, vu que vous travaillez beaucoup sur ces comparaisons internationales, est-ce qu'il n'y a pas un amalgame qu'on fait entre comparer le coût du travail en France et l'Allemagne? Parce que si on compare en France, notre coût, d'après ce que je comprends, il est quand même en majorité dû, peut-être pas en majorité, mais il est fortement influencé par le poids de ces cotisations sociales. Je ne sais pas à quel point elles sont importantes s'il y en a en Allemagne, mais est-ce que justement en Allemagne, il n'y a pas une différence de qualification tout simplement qui fait que le coût du travail peut être plus important que chez nous pour une raison qui n'est pas cotisation sociale, mais qualification? Et pour appuyer et souligner le point sur l'éducation que soulevait Bruno, vous avez énormément d'enquêtes qui montrent, des enquêtes de PISA, celles qu'on connaît le plus, Teams, et aussi des rapports du Conseil national de productivité qui montrent qu'en moyenne en France, une personne en emploi est moins qualifiée avec les compétences qu'il devrait avoir, qu'il y a un manque de compréhension en français, en maths, en sciences, dès la petite enfance qui se poursuit dans le supérieur. Donc c'est quand même quelque chose de très structurel, et même si on investit aujourd'hui, ça prendrait des années et des années pour être corrigé. J'ai un peu divagué, mais Stéphane, non, mais vous l'avez compris, ce qui compte vraiment, c'est la productivité de nos emplois. C'est ça qui fait notre richesse. Il faut absolument qu'on monte en gamme en France parce qu'on a un modèle social qui coûte très cher, qui est un choix collectif. Hein. On a ce modèle social de protection de la santé, ce système de santé, ce système de financement des retraites qui coûte également très très cher. Et on a beaucoup de services publics. Donc c'est un choix collectif. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça qu'on a collectivement notre préférence. Il faut éviter que ce système génère du déficit structurel, parce que simplement ça veut dire qu'on fait de la dette pour nos enfants. Et c'est pas comme ça qu'on doit financer nos dépenses courantes. On doit les financer en étant productif au moment T pour financer ces dépenses au moment T. Si on génère des déficits structurels, ça va pas. Et là, le problème qu'on a, c'est qu'on a des déficits structurels. Voilà. Et donc, pour répondre à ce défi, d'accord, il nous faut plus d'emplois et il nous faut plus d'emplois productifs. Hein, il nous faut, je pense, plus d'emplois, mais sur le caractère emploi peu productif, on a fait le plein, je pense, avec les différentes stratégies. Maintenant, il nous faut plus d'emplois plus productifs. Et pour ça, si on veut se rapprocher et on se compare à l'Allemagne, il nous faut plus d'ingénieurs. Il nous faut plus de personnes qui ont des diplômes universitaires. Si on prend par exemple les États-Unis, aux États-Unis, il y a presque la moitié de la population qui a un diplôme universitaire. En France, c'est un tiers, 44%. En France, c'est 33%. C'est pas anecdotique, ça. C'est super important pour comprendre. On a plus de docteurs en sciences en Allemagne ou aux États-Unis qu'en France. Et ces docteurs ne font pas tous de la recherche, ils vont travailler en entreprise. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de faire de l'innovation en entreprise. Et c'est hyper important pour la productivité de ces entreprises. Donc, je crois que c'est un des gros enjeux. C'est vraiment de monter en gamme, de faire comprendre, de créer un système dans lequel on est capable de mener un maximum de personnes à ces niveaux de compétences. Et là, je suis complètement d'accord avec le constat sur les sous-investissements dans l'éducation en France, c'est très très clair. Il nous manque clairement des moyens, c'est une question de moyens et de méthode. Les deux, exactement ce que vous avez dit, de moyens et de perspectives, de méthode, mais on a un sujet. Et c'est aussi une question de perspective des entreprises. Il faut qu'elles comprennent quels sont les intérêts et les avantages de l'investissement dans les personnes, c'est-à-dire dans la formation, et de l'investissement dans les nouvelles technologies. On a un gros tissu de TPE, PME. Très souvent, ces entreprises ne comprennent pas, ne visualisent pas le gain à terme de l'investissement dans la formation ou dans les nouvelles technologies. Donc là aussi, il y a un travail des associations professionnelles pour faire comprendre quels peuvent être les gains tirés de telle ou telle technologie, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui passent à côté. Voilà, donc je crois que sur ce constat, je crois qu'on va toujours avoir un coût du travail assez élevé en France parce que c'est ce qui finance notre modèle social. Les exonérations qu'on a connues ces dernières années, c'était une manière
désocialiser le financement de la protection sociale, d'élargir la base, puisque, comme Bruno l'a très bien expliqué, les dépenses dont les entreprises sont exonérées, c'est les impôts de l'ensemble de la population qui les paye à la place, hein, puisqu'en fait, c'est payé par le gouvernement aux caisses sociales. Le manque à gagner pour les caisses sociales des exonérations est payé par l'État. Et donc, on a élargi la base, puisque évidemment, on a demandé effectivement à d'autres, aux entreprises, aux retraités, aux rentiers, enfin à toute une population beaucoup plus large de contribuer au financement de cette protection sociale pour créer des emplois, notamment des emplois peu qualifiés parce qu'on en manquait. Mais je crois qu'on est arrivé à la limite de ce qu'on fait là et maintenant il va falloir monter en gamme. Sinon, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est un gros défi avec le vieillissement de la population. Ce qui va se passer sinon, c'est qu'en fait, on va devoir revoir à la baisse notre modèle. Voilà. C'est le principal risque. Juste après, je vous donne la parole. J'aimerais, juste sur les deux points que vous souleviez, par rapport oui, c'est ça, vous parliez du nombre de diplômés, de docteurs en sciences et qui s'impliquent en Allemagne au sein des entreprises. J'ai pas l'impression qu'en France, à part certains pôles, qu'on ait vraiment des pôles aussi importants qu'en Allemagne, où si on compare, mais c'est peut-être un cas complètement extrême à la Silicon Valley, mais par exemple en Allemagne, vous avez dans tout le sud-ouest, vous avez une forte concentration des industries en chimie et des universités en chimie et en physique. Donc vous avez vraiment des externalités positives et des va-et-vient sans arrêt entre universités et entreprises. Et ça soulève un point, on parle souvent de l'État depuis le début, on parle l'État a exonéré les cotisations à certains niveaux de SMIC, mais on parle souvent de l'État comme acteur centre pour soulager ces politiques de compétitivité, mais est-ce que justement il n'y a pas un rôle essentiel de l'entreprise? Et en France, on est très attaché à vouloir donner... faire en sorte que ce soit l'État qui s'occupe de certaines choses, qui pallie aux problèmes, mais l'entreprise devrait avoir certaines responsabilités, de pouvoir comprendre, de pouvoir offrir des formations, de pouvoir... Alors, c'est là, le point que vous mentionnez est très intéressant parce que c'est là qu'on se rend compte que investissement et éducation, ça va ensemble. Quand on regarde dans les différents pays, qu'est-ce qui explique la richesse de certaines régions? C'est la présence de pôles universitaires de recherche très développés. Et en fait, on se rend compte que c'est là que viennent se coller les entreprises pour bénéficier de ce qu'on appelle des externalités, c'est-à-dire de tout le climat de recherche et d'être très proche des dernières tendances de recherche pour pouvoir les appliquer dans des nouvelles technologies, des nouveaux produits. Et donc, c'est ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qui se passe aux États-Unis, et c'est ce qu'on a essayé de faire en France avec les grands investissements vous savez que maintenant, on a quand même des entreprises, des universités qui ont grossi énormément avec des moyens plus importants. On a essayé de faire ça à Sophia Antipolis, un exemple classique, mais aussi sur le plateau de Saclay, etc. Donc, on va mettre énormément de moyens. On va essayer de créer aussi des environnements de start-up autour de ces universités, parce qu'en fait, les enseignants-chercheurs vont aussi participer aux start-up et les docteurs vont pouvoir être embauchés directement par les start-up. Et ce climat-là, il est hyper important. Et c'est là qu'on se rend compte que pour être à la pointe en niveau de technologie et de développement, il faut associer cette technologie, cette indication au top avec l'investissement des entreprises qui sont au top. C'est ce binôme-là qui marche très, très bien quand on compare les pays et les régions. Palier, je vais passer à vous. Moi, j'ai une question très simple, vous pourrez compléter. Et après, je pense qu'on pourra passer aux questions pour le public. On parle des investissements dans la formation, dans l'éducation, mais on a quand même un problème de contrainte budgétaire qui est importante en France. Comment on peut faire pour abandonner, réduire cette politique d'exonération des charges, investir dans les compétences, investir dans l'éducation, alors qu'on n'a plus de rond dans la caisse de l'État? C'est là où c'est intéressant parce que ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'on consacre 75 milliards d'euros à une politique dont les évaluations ont montré qu'elles n'étaient pas très efficaces. Donc là, moi j'avais fait calculer avec Clément Carbonnier qu'il y a la moitié de ces milliards que l'on pourrait supprimer sans qu'il y ait les catastrophes que Stéphane annonce, pour autant que cet argent-là soit réinvesti dans la création, dans le financement d'un certain nombre d'emplois. C'est ça le calcul, je vais pas, enfin 36 milliards qu'on prend aux exos et que l'on met dans la création de ce que j'appelle les emplois d'investissement social, qui sont des emplois de prise en charge des jeunes enfants, des personnes âgées dépendantes, des emplois d'éducation, des emplois dans la santé, qui sont la constitution du socle
social, du socle collectif pour la montée en gamme. Parce que je voudrais revenir. D'abord, je voudrais me réjouir qu'on est parti d'un thème sur le coût du travail, et puis évidemment, on passe à autre chose, parce que c'est pas ça la clé des problèmes qu'on a en France, et donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Toujours est-il qu'on est d'accord pour dire qu'il faut organiser une montée en gamme. Voilà, et je pense qu'on serait d'accord pour dire, moi, j'ai aucun problème à dire, la France est trop chère pour ce qu'elle produit. Voilà. On est trop cher pour produire des Clio par rapport aux bagnoles allemandes. Voilà. Sauf que pendant 40 ans, on a décidé d'essayer d'être moins cher. Et c'est un petit peu bizarre d'essayer d'être moins cher quand on est la 5e ou 6e puissance économique du monde et qu'on a décidé de socialiser les dépenses de retraite et de santé. C'est-à-dire que c'est pas qu'on dépense plus en dépenses publiques de retraite. Ça, c'est le choix qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait. C'est pas qu'on a des retraites plus généreuses que les autres, c'est simplement que c'est socialisé pour tout le monde, alors qu'aux États-Unis, si vous voulez de bonnes retraites, il faut passer par des systèmes privés, mais la plupart des gens y consacrent de l'argent. Et en Allemagne, où ils dépensent un peu moins en retraite que nous, il y a beaucoup de retraites complémentaires qui sont financées par du privé. Nous, on a décidé que c'était socialisé. Ça paraît un peu absurde d'essayer d'être moins cher si, en tout cas, on veut continuer de financer ce modèle social. Alors, il n'y a pas d'argent, dites-vous pour ça. Moi, je dis, si, il y a pas mal d'argent qu'on consacre à subventionner les entreprises qui ne savent pas monter en gamme. Et donc ça, peut-être qu'il y a une partie des choses qu'il faut arrêter pour se demander comment on monte en gamme. Il y a en gros 2 stratégies de montée en gamme. Il y a celle où on cherche à être tiré par le haut, tiré par des champions, tiré par des gens qui savent faire du haut de gamme. En France, il y en a, c'est le luxe. LVMH, Champagne, tout ce que vous voulez, et Airbus. Alors, on n'est pas tout seul, mais c'est les 2 grands domaines où on est en très haut de gamme. Est-ce que ça va permettre de ruisseler et de tirer tout le monde dans le reste de l'économie? C'est pas sûr. En tout cas, ça ne se passe pas aux États-Unis. Clairement, aux États-Unis, vous avez les plus grands champions, les plus hauts de gamme de tout ce que vous voulez dans les secteurs. Visiblement, ça ne fait pas monter l'ensemble des salaires, l'ensemble de l'économie. Moi, je propose, dans d'autres ouvrages, depuis longtemps maintenant, d'essayer d'organiser une montée en gamme, on est d'accord sur l'objectif, mais par un socle. Un socle qui va permettre à l'ensemble de la population d'être porté vers le haut. Et ce socle, c'est le socle d'investissement social. Faire en sorte que tout le monde puisse commencer à acquérir les compétences nécessaires plus tard, dès l'âge où c'est important de le faire, c'est-à-dire à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. On apprend à parler à 2 ans, on apprend à se mouvoir et à échanger avec les autres dans ces années-là. Si on n'intervient pas, beaucoup d'inégalités se creusent à ce moment-là. Puis, l'école de la réussite pour tous, puis le soutien de tous les jeunes, puis la formation tout au long de la vie, puis permettre aux hommes et aux femmes qui sont qualifiés de pouvoir occuper leurs emplois et de ne pas être pris par la garde des enfants, etc. C'est des politiques, vous voyez, qui consistent à s'assurer que les enfants sont bien pris en charge, que les personnes âgées sont bien prises en charge, que l'éducation a suffisamment de moyens pour faire réussir tout le monde et que la formation n'est pas quelque chose de réservé à ceux qui sont déjà formés pour aller très très vite. Ce socle-là, il fournit une main-d'œuvre, une capacité de travail qui est de la qualité. Évidemment, en face, il faut créer des emplois de qualité, donc l'investissement dans la recherche et le développement, repenser la fiscalité, sans doute aussi, pour que des entreprises innovantes qui sont capables de monter en gamme soient moins taxées, soient favorisées, donc conditionner à la qualité les 200 milliards d'aides aux entreprises qu'on fait sans aucune conditionnalité actuellement en France. Donc voilà, ça c'est une stratégie de montée en gamme par le socle et non pas par quelques champions. Je voudrais terminer ce point-là, sur cette stratégie-là, sur mon obsession qui est celle de la qualité, y compris pour la productivité. Tant qu'on restera dans une conception, un mode de calcul quantitatif de la qualité, on va dans le mur. Donc, je vais prendre un exemple très très simple. Comment, jusqu'à présent, dans les EHPAD, dans les institutions que l'on prend, qui prennent en charge les personnes âgées dépendantes, on a essayé d'augmenter la productivité. On a dit, voilà, vous aurez moins de temps pour faire les toilettes, moins de temps pour vous occuper des personnes âgées. On va essayer de réduire les portions. Vous voyez, c'est tout quantitatif. Vous connaissez le scandale Orpea. Ça ne peut déboucher que sur des très grandes catastrophes, de chercher à augmenter la quantité de services produits en 1 heure quand on s'occupe des autres. Même chose pour l'éducation, donc Baumol l'avait montré depuis très très longtemps. On ne peut pas avoir une pensée quantitative de la productivité, de l'organisation du travail dans les services, et notamment dans les services aux autres.
Alors après, on pourrait avoir un débat, c'est que beaucoup d'économistes nous disent, et Stéphane l'a dit, tout ça, c'est des secteurs peu productifs. Hein, la santé, l'éducation, s'occuper des autres, ça n'est pas productif. Et moi, j'ai une question à poser dans cette cité de l'écho. Quelle est cette science économique qui ne sait pas mesurer la productivité des personnes qui ont dû aller travailler et continuer de travailler en dehors de chez elles pendant le Covid? Vous vous rappelez comment on a appelé ces métiers-là? On les appelait essentiels. Essentiel, ça veut dire que si ces gens-là ne travaillent pas, on crève. C'est ça que ça veut dire. Donc vous voyez, et c'est quoi ces métiers-là? C'est les métiers de la santé, de la sécurité, c'est les métiers des EHPAD, il a bien fallu aller travailler dans les EHPAD, c'est les métiers de s'occuper des enfants, c'est les métiers des éboueurs, c'est les métiers de l'énergie, de l'électricité, c'est l'ensemble des métiers essentiels. En France, ces métiers-là, on a consacré 6 chapitres dessus, ils sont payés 20% de moins que les autres. Beaucoup sont à temps partiel, ce sont des femmes, le plus souvent, et avec des horaires décalés ou atypiques. Comment on n'arrive pas à mesurer et à valoriser les services rendus, la productivité de ces emplois essentiels? C'est 32% des emplois aujourd'hui en France qui sont des emplois essentiels. Moi, c'est une question que j'ai envie de poser comme ça, parce que vous parlez de la façon dont on mesure la productivité qui correspond au salaire. Beaucoup de Françaises et Français ne comprennent pas, alors même qu'elles ont vécu pendant le Covid, qu'elles étaient essentielles, qu'on les a applaudis, elles ne comprennent pas à la fin du mois de voir leur salaire. Elles ne comprennent pas d'être aussi abîmées par le travail. Elles ne comprennent pas les horaires atypiques et les difficultés qu'elles ont qui ne sont pas reconnues. Moi, je ne comprends pas non plus comment on n'arrive pas à donner mesure de cette essentielle contribution et donc productivité de ces métiers. Merci beaucoup, Bruno. Bon, malheureusement, je pense qu'on le temps... maintenant, nous allons passer aux questions de la salle, mais juste avant, sur ce point-là, vous avez, je pense qu'il y a une grande question sur de la responsabilité de l'entreprise. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les offres qui sont postées dans ces secteurs-là, qui sont des secteurs en tension, la plupart, les caractéristiques qui sont proposées dans ces offres ne satisfont pas les demandes en qualité, les demandes des travailleurs. Il y a beaucoup de travaux qui montrent que si vous changez un paramètre de cette caractéristique de l'offre, par exemple, vous passez d'une horaire atypique à une horaire normale, vous finissez plus tôt, vous avez moins de pauses. Parfois, il y a certains métiers qui préfèrent faire un travail continu pour rentrer plus tôt chez eux, ou alors avoir une prime, pas une prime. Dès que vous changez cette condition d'heure ou autre chose, vous avez davantage de candidats qui vont postuler, et on voit que les entreprises, lorsqu'il y a des métiers en tension, ne changent pas ces paramètres. Et du coup, il y a quand même cette question que vous posez, il y a quand même une certaine responsabilité de l'entreprise à prendre conscience qu'elle doit adapter ses critères d'offre aux attentes des demandeurs d'emploi et des travailleurs. On pourrait, je pense, continuer pendant très longtemps, mais je ne sais pas si on a le temps pour quelques questions rapidement. Vous avez parlé de l'inefficacité d'une grande partie des dépenses de formation. J'aimerais savoir s'il est possible de connaître les raisons de cette inefficacité. À quoi est-ce qu'on peut l'imputer en partie? Merci. Oui. Alors, en termes de formation, pour le coup, si on a des déficits d'investissement dans l'éducation en matière de formation, les dépenses sont là. Donc, comme je l'ai dit, 30 milliards. Mais on a un marché de la formation qui est très éclaté. On a environ 10 000 entreprises de formation, là où en Allemagne, on en a 2 ou 3 fois moins. Et donc, en fait, on a un problème de structure, c'est que les entreprises sont toutes petites. Parfois, il y a un seul formateur. Donc, du coup, les méthodes, les process, vraiment le standard de la formation lui-même, des délivrables, etc., ne sont pas toujours au rendez-vous. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a, jusqu'à la réforme de la formation professionnelle, pas appliqué de système de certification suffisamment fort des formations, c'est-à-dire est-ce que les moyens sont à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une entreprise de formation? Est-ce que ça correspond aux besoins des entreprises? Est-ce que c'est exactement ça qu'il faut enseigner, etc. C'est ce qu'on appelle la certification ex ante
à la fois des formateurs, mais aussi des formations à l'intérieur des formateurs, ce qui est très compliqué à faire. Et ça, en fait, il faut le faire. Et troisième point, sur lequel je pense que le gouvernement essaie d'avancer aussi, c'est le retour sur expérience des personnes formées. Est-ce qu'elles sont satisfaites de la formation dont elles ont bénéficié? Et ça aussi, c'est des choses sur lesquelles, quand il y a une transparence de l'information, sur la qualité, sur le retour sur investissement de la part des personnes qui sont passées par les formations, c'est de nature à faire monter en gamme la formation. Donc, je pense qu'on avait un problème de structuration du marché et un problème d'évaluation / qualité de l'information sur la qualité des formations. C'est pas insoluble, mais c'est en cours, je crois, en partie par les réformes, mais il faut le faire. Moi, je rajouterais deux choses. On a un problème de ciblage, c'est-à-dire que si on regarde qui bénéficie de formation, c'est plus souvent des personnes déjà formées que des personnes non formées. Et quand je dis les personnes déjà formées, elles bénéficient de formation tout au long de leur vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que ces personnes déjà formées soient au chômage pour leur proposer une formation. C'est que ça fait partie du métier de retourner en formation à différents moments, alors que les personnes peu qualifiées à la sortie du système scolaire ne vont pas bénéficier ou très rarement bénéficier d'accès à la formation. Et quand elles se retrouvent au chômage, encore une fois, je l'ai dit, c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais c'est un peu trop tard. C'est-à-dire que c'est très difficile de reformer, de rattraper quelqu'un, d'autant plus que nos formations, la façon dont on les fait en France, c'est comme retourner à l'école. Ces gens-là n'ont pas vraiment un bon souvenir de l'école, donc n'ont pas forcément envie d'y aller. Donc il y a un problème de ciblage, il y a un problème de continuité, d'essayer de dire la formation, c'est quelque chose de normal dans votre parcours professionnel et pas au début et pas à la fin. Un chiffre, il y a en gros 7% de Français qui sont en formation à tout moment, il y en a 33% des Suédois, donc c'est dans une ampleur très, très différente, et c'est normal dans sa carrière que d'aller en formation dans les pays nordiques. Et puis, vous le savez, l'Allemagne, c'est un espèce de passage de relais entre les moments de formation et les moments du métier autour de l'apprentissage qui font que c'est partie prenante, au moins du début de carrière, mais ensuite. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est l'ambition que l'on se donne quand on forme les gens. Moi, ce qui me marque, les durées de formation moyenne, je crois que c'est 1 mois ou 2 en France, quelque chose comme ça, je crois. Enfin, c'est très court. C'est très court. Voilà. Au Danemark, quand ils ont décidé de lutter contre le chômage par la formation, ils ont dit que ça sera entre 6 mois et 2 ans. C'est-à-dire, on vous financera pour véritablement soit acquérir une compétence, soit surtout vous reconvertir ou vous convertir dans d'autres professions. Donc, c'est des passages vraiment dans des institutions sérieuses et solides, y compris le retour à l'université. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on attend de la formation? Et un peu trop souvent, on a attendu en fait que le temps passe, c'est un peu parking, c'est un peu des choses comme ça. Donc, c'est de redonner une information, une ambition au contenu, vraiment à nos formations qui est essentielle. Avez-vous d'autres questions? Oui. Bonjour, merci pour toutes ces présentations intéressantes. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, on n'a pas abordé les changements, la mutation du monde du travail, parce que l'IA, les travails à distance, ça c'est comme une dimension assez importante qui va tout blaster. Et j'ai deux, trois remarques rapides. Vous avez beaucoup parlé de l'Allemagne. L'Allemagne, c'est un État fédéral. On l'a vu pendant le Covid. Évidemment, dans le cas que vous citiez, chaque région, chaque Länder est vraiment responsable. Il y a un exécutif. Donc, ils rendent des comptes. Vous avez cité la période Covid. Nos régions ont toutes braillé. Le gouvernement, c'est des nuls, ils ne savent pas faire, on va faire. Mais ils n'ont rien fait, en fait, à part râler. Et ils ne rendent pas compte. Il n'y a pas d'exécutif qui rend compte véritablement en région en France. En Allemagne, c'est le cas. Donc, ça explique probablement qu'il y ait cette dynamique université, les clusters que vous avez évoqués, et que les PIA en France ont peut-être moins bien marché, même si ça a été tendanciellement ça. Ça, c'est une remarque sur l'ensemble. Mais vraiment, la mutation du travail, c'est quand même quelque chose qui va tout blaster. Et je crois que M. Pallier, vous l'avez un peu abordé, mais il faut tenir compte des autres facteurs. Moi, je dirais que j'ai un cabinet de conseil. Pour prendre les chiffres que vous avez donnés, M. Cartier, donc des gens plutôt bien payés, voire très bien payés, que des diplômés Bac+5 et autres. Mais la masse salariale mensuelle du cabinet, c'est 2/3 après PAF, 2/3 de l'argent qui sort de la masse salariale, donc de la valeur ajoutée. Personne n'a parlé de valeur ajoutée. Mais c'est ça, vous l'avez dit, par les prix de vente. Donc, les 2/3 de gens qui ont 25 ans, 28 ans, 30 ans, sont pompés par l'État, les organismes sociaux, tout ce qu'on veut. Ils n'ont pas leur mot à dire sur comment ça sera fait, combien ils toucheront à la retraite, combien ils touchent, ils sont au chômage, combien ils sont remboursés. Rien de tout ça. Et ça, c'est quand on prend un taux d'IR relativement standard. Et avant TVA. Donc, ça veut dire que dans ce pays, on est en train de soviétiser les forces vives. Non, mais je le dis un peu par provocation, mais c'est vrai. Et
le sujet du débat aujourd'hui, pour plein de jeunes, c'est le travail ne paie plus. C'est dans les médias, c'est repris tout le temps. Et c'est un vrai sujet. À nouveau, si vous donnez 1, ça coûte 3 ou 4 entreprises, un peu plus que les ratios que vous avez donnés, si on intègre le PAF et avant TVA. Et là, on a du mal à créer une dynamique, et je pense qu'il faut repenser l'ensemble, parce que quand vous disiez que c'est un choix collectif, oui, c'est un choix collectif, mais il faut probablement redynamiser par l'engagement individuel à un moment donné. Dans quelle proportion, j'en sais rien. Je ne dis pas qu'il faut être tout libéral ou pas libéral, mais voyez, je terminerai là-dessus, le contraste avec la folie US sur on coupe tout, le Doge de Musk et tous ces trucs-là. Il faut trouver la bonne balance pour rester équilibré, dynamiser les forces vives, partager, donner l'accès à tout le monde. Mais à mon avis, vous avez fait des bons constats, mais il ne faut pas oublier le contexte social, et la productivité par tête baisse aujourd'hui dans le travail également. Pourquoi ça baisse aussi? Et alors, je termine là-dessus. Ce que vous avez dit sur les caissières et les gens qui ont aidé pendant le Covid, là aussi, on n'a plus de marché du travail réel. C'est-à-dire que je ne paye pas en fonction de la valeur ajoutée, mais en fonction de toutes ces contraintes que j'ai. Or, effectivement, on aurait dû les rémunérer 3 ou 4 fois plus. Les dirigeants des groupes de la grande industrie ne l'ont pas fait, par exemple, et personne n'a rien dit. Et c'est vraiment un scandale, probablement, par rapport à cette valeur ajoutée qu'ils ont créée à ce moment-là. Merci. Mais il y aurait plein de choses à dire, hein, c'est passionnant. Merci beaucoup. Ouais, non, mais je pense que les jeunes ont leur mot à dire, hein, ils votent. Hein. Voilà, ils peuvent voter à travers le vote. Il y a des modèles sociaux qui sont très différents. Hein, donc après tout, voilà. Bon, ensuite, je pense que les impacts des grandes tendances démographiques et technologiques sont super importantes pour le marché du travail en ce moment. On ne sait pas très bien ce qui va se passer sur l'IA, franchement. On sait que beaucoup d'emplois vont être augmentés, leur productivité va augmenter, mais beaucoup vont être peut-être remplacés, et pas forcément ceux auxquels on pense. Donc la transformation est très incertaine actuellement. On n'a pas encore les idées très claires sur la transformation. Moi, je ne pense pas que ça va être un tsunami de destruction d'emplois. Je pense qu'une fois encore, ça va être une transformation qui va favoriser certaines compétences au détriment d'autres. Il va falloir s'adapter. Moi, je crois que le plus gros défi pour notre modèle social, c'est le vieillissement. C'est le vieillissement démographique. Pourquoi? Parce qu'avec le vieillissement démographique, ça va être plus dur de s'adapter au changement technologique, justement. Et cette mobilité, cette flexibilité, et les besoins vont grandir en santé, en retraite. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il faut vraiment qu'on monte en gamme en termes de valeur ajoutée, justement, de ce qu'on produit. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Moi, je pense que Stéphane y a fait allusion, mais c'est vérifié. Quand on dit choix collectif, c'est un choix collectif qui est réitéré régulièrement, donc au moins tous les X années lors d'élections. Le modèle qu'on a en sciences politiques ou en économie, ce qui est proposé lors des élections est estimé à l'aune de ce que les gens demandent. Je n'ai pas entendu beaucoup de gens, en tout cas, qui obtiennent beaucoup de voix, qui proposent de ne plus pomper. Donc, je pense que non, mais à l'occasion des élections, en tout cas, durant les campagnes, pourrait y avoir un parti qui dit on arrête de pomper. Il y en a, mais ils font 2%, enfin, ou 3%. Donc, je pense que. Et les autres ne le proposent pas, et pas parce qu'ils sont aveugles ou soviétisés, c'est parce qu'ils essayent de proposer des choses pour lesquelles les gens votent. Et d'ailleurs, ni l'extrême droite qui souhaite une protection sociale pour les Français, ni la gauche, ni le centre, d'ailleurs, ne demande qu'on arrête de pomper. Donc, moi, je réaffirme que c'est un choix collectif qui est validé régulièrement dans la rue, les manifs, mais aussi lors des élections. Le deuxième point sur l'effet blast. Quand on fait un peu d'histoire des révolutions technologiques, on a toujours eu peur de ça, et c'est jamais ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a 10-15% des emplois qui peuvent être amenés à disparaître. Et encore, moi, j'ai regardé un peu dans le détail. Quand est-ce que disparaissent ces emplois? C'est au moment du départ de la retraite de ceux qui occupent ces emplois. C'est principalement à ce moment-là. C'est rare qu'on mette au chômage pour changement technologique. En tout cas, c'est ce que montre le panel britannique, par exemple. En revanche, ça transforme énormément beaucoup d'emplois. Et là, c'est un enjeu collectif, encore un enjeu de décision. Est-ce qu'on décide que pour la plupart des gens, la transformation soit bénéfique, ou est-ce qu'au contraire, on se soumet à la machine? Nous, on a pas mal d'articles là-dedans. La technologie en soi, elle n'est ni bien ni mal, ça dépend de ce que l'on en fait. Mais en gros, la technologie, normalement, elle peut toujours être utilisée pour soulager l'humain. Soulager de transporter des charges lourdes, soulager de faire des choses un peu pénibles ou un peu répétitives, à la limite un peu chiantes. L'IA, puisqu'on prend souvent l'exemple de l'IA et des avocats.
Bien, ce que l'IA sait faire, c'est lire absolument tous les arrêts et toutes les décisions de cours pour essayer d'estimer les 2 ou 3 stratégies possibles. Ce qu'il est difficile d'imaginer qu'on va remplacer, c'est le choix du cabinet d'avocats de prendre telle ou telle stratégie, la rhétorique qu'il va employer lors du deal ou bien au cours d'un procès, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus beau dans le métier d'avocat. Donc, est-ce que la technologie permet de faire mettre en valeur ce que Michel Serres appelait soit le cerveau, soit le cœur, hein, suivant la même chose pour les services aux autres? Est-ce que la machine vous remplace ou elle vous aide à faire mieux et à vous consacrer sur ce qui est le plus intéressant dans votre métier? Nous, on constate que c'est un peu trop souvent l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'un peu trop souvent, dans les entrepôts, dans les EHPAD, les salariés sont mis au service de la machine. Très simple à comprendre, hein. Dans les entrepôts, on trouve de plus en plus des gens qui ont un casque et c'est la machine, c'est l'intelligence artificielle qui leur dit quoi faire, et qui leur dit où prendre les choses. Donc c'est une sorte d'aliénation en fait. Dans beaucoup d'ateliers, on se retrouve avec des robots qui encerclent l'ouvrier qui n'est plus que la main des robots. Parce que ça, les robots, ils ne savent pas encore avoir cette prévention. Dans les EHPAD, eh bien, ou alors sur les tablettes, quand vous êtes dans l'aide à domicile, 10 minutes pour faire ci, 15 minutes pour faire ça, etc. Et c'est la machine qui vous le dit. Voilà, ça, ce n'est pas forcément le meilleur usage, la meilleure décision à prendre en matière d'utilisation de la machine. Mais pourquoi on prend ce type de décision, en particulier en France? Soi-disant pour réduire le coût du travail, pour accroître sa productivité quantitative, avec pas mal de catastrophes dans les services rendus, mais aussi pas mal de catastrophes au travail, c'est-à-dire absentéisme. Voilà, je boucle la boucle par rapport à mon début, mais par rapport à un malaise au travail qui n'est pas qu'un ressenti, j'en ai assez de bosser, c'est véritablement des problèmes de santé, des problèmes de sens, etc. Merci beaucoup. Avant de vous remercier, j'en profite. Merci pour votre question, puisque ça sera l'objet de prochaines conférences sur les transitions avec l'IA, avec les problématiques environnementales aussi. Donc, n'hésitez pas à revenir. Merci beaucoup Stéphane, Bruno, et merci beaucoup à vous d'être venus. Merci.